Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce jeudi 21 mars. Avant de commencer, merci de cliquer pour vous abonner et de liker la vidéo. Ce petit geste est une grande aide pour le développement de notre chaîne et cela ne vous prendra qu'un bref instant. Un grand merci à tous ceux qui nous suivent et qui nous soutiennent. Et dans quelques instants, nous allons retrouver Anthony qui va nous parler aujourd'hui du bonheur. Et oui, ce sentiment après lequel tout le monde court pour l'attraper avant qu'il n'ait filé, comme le dit Paul Fort dans son fameux poème. Hier, c'était le printemps et c'était aussi la journée internationale du bonheur. Et qui, d'après vous, a gagné la première place en 2024? Et quels sont les critères qui ont été retenus? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir ensemble juste après le tour de l'actualité. En France, l'autorité de la concurrence, une agence publique française, a infligé une amende de 250 millions d'euros à Google pour non-respect de ses engagements concernant la rémunération des médias français au titre des droits voisins institués en 2019 pour compenser l'utilisation de contenus de presse par les géants du web. Google aurait manqué à ses engagements pris en 2022 en ne négociant pas de bonne foi sur la base de critères transparents avec les éditeurs de presse. Et à propos de fraude fiscale, le Premier ministre Gabriel Attal s'est félicité des résultats de la lutte contre les fraudes sociales et fiscales en 2023. Il a annoncé une augmentation significative des contrôles avec une hausse de 25% l'année dernière. Le recouvrement de fraude fiscale aurait atteint un record de 15,2 milliards d'euros en 2023. Les douanes ont également eu des succès dans la lutte contre le trafic de drogue avec des saisies significatives de cocaïne et de cannabis. Mais si le gouvernement peut se féliciter des progrès dans le domaine du recouvrement de l'impôt, au sujet de l'agriculture, il en va tout autrement. Les agriculteurs ne décolèrent pas face à la situation qui n'évolue pas assez vite et à des promesses non tenues. De nouvelles actions sont prévues dans le pays en plus de celles en cours, comme par exemple le blocage du site de Total Énergie de Pau, qui est en place depuis 8 jours. Et parlons maintenant d'une autre forme de colère, celle des parents et des proches de Wanis suite à la collision entre un scooter et une voiture de police à Aubervilliers ayant entraîné la mort du jeune homme. Les circonstances de l'accident suscitent des débats. Le scooter était en délit de fuite après un refus d'obtempérer. Les images de vidéosurveillance montrent que la voiture de police n'était pas équipée d'un gyrophare lors de la collision. Les policiers déclarent qu'il s'agit d'un accident, tandis que le passager du scooter déclare que c'était intentionnel. 2 enquêtes sont en cours. Et une nouvelle insolite maintenant, un invité surprise a semé la panique dans une école à Marseille, un sanglier qui s'était vraisemblablement échappé de la réserve des Calanques a pénétré dans une cour d'école. Regardez le résultat. Certains élèves se sont fait charger par la bête, mais au final, plus de peur que de mal. Il n'y a pas eu de blessés. L'animal était lui-même en panique et cherchait à fuir. Malgré les mesures prises pour limiter leur prolifération, le nombre de sangliers continue de s'accroître dans le parc national des Calanques. Et il est temps maintenant de retrouver Anthony. Anthony, c'est à vous. Merci Rémi. Bonjour à tous. Qu'est-ce que le bonheur? Ah, je sais, vaste question. Pourquoi je vous parle de ça? Eh bien, ce concept subjectif et personnel est devenu un indicateur de réussite nationale. Un rapport mondial est d'ailleurs rendu chaque année pour classer les pays en fonction de ce critère. Et sur les 143 pays évalués cette année, la Finlande occupe une nouvelle fois la première place pour la 7e année consécutive. La France, elle, se positionne à la 27e place. Visiblement, les Finlandais ont trouvé la recette du bonheur durable. Alors la question qui est sur toutes les lèvres, pourquoi ce pays est-il devenu un modèle? Nous avons mené l'enquête pour vous et nous vous invitons à découvrir les quelques ingrédients essentiels à la recette du bonheur. Reportage. Selon le rapport mondial sur le bonheur 2024, la Finlande est en tête de liste pour la 7e année consécutive, suivie de près par le Danemark et l'Islande. Ce pays nordique, connu pour ses forêts denses et ses milliers de lacs, a su créer un environnement propice au bonheur de ses citoyens. Le rapport mondial sur le bonheur dans le monde est une mesure du bonheur publiée par le réseau des solutions pour le développement durable des Nations Unies chaque année depuis 2012. Il est basé sur l'évaluation que les gens font de leur bonheur, ainsi que sur des données économiques et sociales. Le rapport prend en compte 6 facteurs clés: le soutien social, le revenu, la santé, la liberté, la générosité et l'absence de corruption.
Selon le rédacteur en chef du rapport, Yann-Emmanuel Deneuve, la proximité avec la nature et le bon équilibre entre travail et vie privée constituent la clé de la satisfaction des Finlandais. La faible corruption et l'accès gratuit aux soins et à l'éducation sont également primordiaux. Nous constatons que les pays scandinaves se distinguent vraiment par le tissu social, le capital social de leur société. Les gens se font confiance, ils font confiance aux institutions, ils bénéficient d'un soutien social, tant au niveau institutionnel que personnel. Nous constatons que c'est moins le cas dans d'autres sociétés. La France, quant à elle, se place à la 27e place, une position stable par rapport à l'année dernière. Malgré sa réputation de romantisme et de gastronomie, la France fait face à des défis dans des domaines tels que l'absence de corruption et la liberté. Parmi les pays les plus malheureux de l'enquête figurent l'Afghanistan et le Liban, tous deux déchirés par la guerre. Au-delà du simple classement, le cas finlandais soulève des questions intéressantes sur les facteurs qui contribuent au bien-être durable d'une société. Bien sûr, atteindre le niveau de vie et les standards sociaux des pays nordiques n'est pas à la portée de tous. Mais certains enseignements peuvent tout de même être tirés de leur expérience. Tout d'abord, investir dans l'éducation et la santé semble être un ingrédient clé du bonheur national. Favoriser la confiance, la transparence et la participation citoyenne aussi. Trouver un équilibre entre vie professionnelle et personnelle, préserver l'environnement et cultiver des liens sociaux forts sont encore d'autres pistes à explorer. Bien sûr, chaque pays a ses spécificités qui influencent le bien-être de sa population. Mais certains principes restent universels. Après tout, le bonheur est un objectif commun à tout un chacun. Alors, en s'inspirant des meilleures pratiques et en les adaptant à son propre contexte, cela peut ouvrir la voie à des progrès. Avant de vous rendre l'antenne, mon cher Rémi, je vous partage cette citation de Jay Fania. « Le bonheur, c'est l'art de savourer chaque instant avec une intensité si profonde que même les plus petites joies semblent extraordinaires. » Merci Anthony. Préparez-vous à la douche froide. On va passer sans transition du bonheur à la guerre en Ukraine. Ce matin donc, Kiev a été frappé par la Russie. L'attaque a fait une dizaine de blessés selon le maire de la ville. Des drones et des missiles ont déclenché une alerte aérienne suivie de fortes explosions et de tirs de la défense. Les dernières grosses frappes russes sur la capitale ukrainienne avaient eu lieu fin janvier. Cette frappe tombe au moment même où les dirigeants européens sont réunis à Bruxelles pour parler du soutien à l'Ukraine. Et à Cuba, malgré l'interdiction de manifester, une grande manifestation a eu lieu dimanche dernier à Santiago pour protester contre la pénurie alimentaire et les coupures d'électricité. Les manifestants ont scandé électricité et nourriture ainsi que patrie et vie par opposition au slogan communiste la patrie ou la mort. Cette mobilisation est considérée comme la plus importante depuis celle de juillet 2021. Le gouvernement cubain a réagi en coupant les services de téléphonie et d'internet pour empêcher les citoyens de s'organiser. Et au Vietnam, le président Von Van Thuong a présenté sa démission après un an de mandat en raison de violations non spécifiées, indiquant un manquement à son rôle d'exemple en tant que chef d'État. Les détails exacts de sa démission restent confidentiels, mais des enquêtes sur des activités suspectes impliquant une société de développement d'infrastructures ont été mentionnées. Sa chute intervient dans un contexte de purge anticorruption menant à des changements politiques notables au Vietnam. Son prédécesseur avait également été évincé dans le cadre de cette campagne. Et on reste en Asie pour les actualités sur la Chine avec Vladia. Vladia, c'est à vous, on vous écoute. Merci Rémi, bonjour à tous. La Chine établit un premier contact diplomatique officiel avec le Hamas. Le ministère chinois des Affaires étrangères a confirmé mardi que son envoyé avait rencontré un dirigeant politique du Hamas au Qatar au cours du week-end. Le ministère a indiqué que les deux hommes avaient parlé de ce qui se passe à Gaza, mais n'a pas donné de détails. Le Hamas a déclaré que son chef politique a exhorté l'armée israélienne à, je cite, « cesser les massacres et à se retirer de Gaza ». L'envoyé chinois s'est également rendu en Israël et en Cisjordanie avant sa rencontre avec le Hamas, ce qui fait de lui le premier envoyé chinois à s'être rendu en ces lieux depuis le début de la guerre. Lundi, Jake Sullivan, un haut fonctionnaire de la Maison-Blanche, a confirmé qu'Israël avait tué le troisième commandant du Hamas lors d'une frappe aérienne et que des milliers de combattants du Hamas ont aussi été tués.
La Maison-Blanche et le gouvernement israélien ont demandé à plusieurs reprises au Parti communiste chinois d'utiliser son réseau pour calmer la guerre et condamner le Hamas. Pékin n'a pas condamné le groupe terroriste. Le 7 octobre, le Hamas est entré en Israël et a lancé des attaques meurtrières, tuant plus de 1200 personnes. Au moins 250 personnes ont été prises en otage. Israël a juré d'éliminer les terroristes du Hamas peu après, en guise de légitime défense, ce qui a conduit à la guerre actuelle. Défendre un territoire sans provoquer la bête. Alors que Pékin multiplie les assertions en mer de Chine méridionale, le président des Philippines déclare que son pays pourrait invoquer un traité de défense américain. Il précise que cela ne se produirait que si son pays était confronté à une menace existentielle. We do this because we feel that we have to do it. And it's not at the behest of the United States. Dans une interview accordée à Bloomberg, M. Marcos a déclaré que les Philippines essaient de maintenir les choses sur un pied d'égalité. Le pays a signé un traité de défense mutuelle avec les États-Unis depuis plusieurs décennies. Le président Marcos a déclaré qu'il ne souhaitait pas invoquer ce traité. Il a ajouté qu'un conflit violent ne servirait pas les intérêts nationaux de l'île. Pékin revendique une grande partie de la mer de Chine méridionale comme faisant partie de son propre territoire et a déployé ses forces militaires pour encercler la région. Cette revendication a été rejetée par un tribunal des Nations Unies en 2016. C'est tout de mon côté, merci à tous, merci Rémi, à demain. Merci Vladia, et on reste dans la terre du milieu pour conclure avec un peintre de cour renommé de la dynastie Ming. Qiu Ying a utilisé son pinceau pour immortaliser des scènes de vie dans l'ancienne Chine. Dans son œuvre Tableau panoramique de la foire en prospérité de la capitale Nankin, il représente un festival printanier qui a eu lieu en mars. Les rues étaient remplies d'artistes se produisant sur des échasses, réalisant des feux d'artifice, les danses du lion et du dragon et jouant du bâton et de l'épée devant les foules de spectateurs. L'un de ces tableaux les plus célèbres se nomme Matin de printemps au palais Han. Il a été réalisé sur un très grand morceau de soie et les images qui défilent maintenant à l'écran sont toutes des détails de ce tableau. Sa peinture représente une scène de la cour impériale Han où les femmes et les enfants s'adonnent à différentes activités. Ainsi s'achève ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 13 h pour une nouvelle édition de NTD l'Actu. Très bon après-midi. À demain.